Bonjour und guten Tag, willkommen et bienvenue à la conférence Les Allemands dans le Médoc, qui se tient le 2 février 2021 en ligne. Merci à vous, cher auditoire, de vous joindre à nous. Merci à toutes les personnes de Médoc Actif qui ont aidé à réaliser cette conférence et merci à Aléa, Association Littorale Environnement Art, d'avoir porté ce projet. La conférence sera animée par Verena Gräfin von Rödern et nous avons aujourd'hui 6 participants, 6 personnes qui vont nous raconter leurs expériences et leur vie dans le Médoc. Ce sont des Médocains, français et allemands. Je déclare la conférence ouverte. Merci beaucoup, vielen Dank, et bonne conférence. Stéphane Pevgen, vigneron à Bégadan. Je connais le Médoc depuis 1991 et mes premières visites dans les châteaux du Médoc. Mon lieu préféré dans le Médoc, c'est nos vignes et prairies pendant la floraison des orchidées. J'aime le Médoc car la nature est intacte et saine, l'air est pur et clair comme du cristal, et surtout on peut y cultiver le meilleur vin. Je n'aurais jamais cru que je deviendrais un jour vigneron dans le Médoc, que je m'installerai ici et que le carnaval me manquerait encore. Le Médoc en 2 phrases. En tant que presqu'île, le Médoc préserve son propre charme avec des habitants solidement enracinés, ainsi que des visiteurs qui séjournent parfois brièvement, parfois plus longtemps et parfois même pour toujours. Le paysage naturel est cultivé dans son originalité, à la fois rude et doux. Je commence avec la question, pourquoi travailler la terre dans le Médoc? Je suis venu dans le Médoc en 2010. D'origine, je viens de l'agriculture dans le Rhineland, à côté de Cologne. Je suis né à Cologne. Notre famille est vraiment d'origine de cette ville. Et je voulais toujours travailler en agriculture, mais bon, c'est un départ vers l'industrie d'abord. On a habité comme famille en Belgique pendant 13 ans. Et bon, un jour, ma carrière était finie à cause d'un accident et on a pris la décision comme famille de revenir en agriculture. J'ai cherché un peu partout, en Allemagne de l'Est aussi, mais ici en France, les prix des terres sont toujours raisonnables. Alors, on a décidé de rentrer en France et comme moi, je suis vraiment amateur du vin et j'adore les vins du Médoc. De mon avis, personnellement, c'est les meilleurs vins du monde. Alors, en principe, ça a été écrit quelque part que je viens un jour faire du vin dans le Médoc. Et on a réalisé ça en 2010. On est très contents. C'est déjà dit quelque chose, mais néanmoins, je voulais encore une fois poser la question, quelle relation avec le Médoc avez-vous grâce au travail de la terre? Parce que ça, c'est quand même quelque chose de très spécial. Oui, je suis vraiment passionné de faire l'agriculture et avec la viticulture, il y a vraiment 2 passions qui viennent ensemble. Ici, dans le Médoc, il y a une situation au niveau terre, au niveau climat qui est très favorable pour cultiver le cépage Cabernet Sauvignon. Est-ce que moi, personnellement, je préfère le mieux. Et bon, c'était vraiment une chance de ma vie de venir ici dans le Médoc. Et oui, j'étais aussi étonné comment on était accueillis ici dans le Médoc par les collègues. Il y a une relation formidable avec des collègues en viticulture aussi. C'est vraiment une qualité qui est exceptionnelle. Comme c'est un peu le principe dans l'agriculture, s'il y a un problème, on vient s'aider. Et ici, dans le Médoc, c'est certain, comme dans mon origine, dans le Rhineland. Bon, j'ai une autre question qui est
peut-être aussi déjà un peu, vous avez déjà répondu, pourquoi ne travaillez-vous pas votre terre natale? J'ai quand même vu les hectares que vous avez. Moi, j'ai même une grand-mère paternelle qui est née sur un vignoble. Je sais bien qu'en Allemagne, c'est pas, il faut être plutôt dans certaines régions très riches pour acheter des vignobles. Vous avez déjà un peu dit que vous avez cherché aussi autrement. Peut-être vous pouvez néanmoins dire quelques mots sur cela. Oui, alors j'avais la chance que j'ai reçu une donation de mes oncles qui m'ont donné un peu des terres dans la région entre Aix-la-Chapelle et Cologne. Et malheureusement, cette terre, c'était trop petit pour démarrer une agriculture économiquement faisable. Alors, on a décidé de vendre cette terre et utiliser tous nos moyens qu'on avait. On avait une maison en Belgique, à côté de Bruxelles. Tous les crédits étaient payés. On a mis tous nos fonciers, tous nos moyens pour s'acheter ici un vignoble qui semble grand si on compare ça avec l'Allemagne, mais ici dans le Médoc, les structures sont plus grands, nettement plus grands. J'ai des voisins qui sont beaucoup plus grands que nous. Alors, l'idée était de faire quelque chose économiquement faisable. Et pour les prochaines générations, parce qu'on a 3 enfants, donc 2 garçons, et les deux garçons les deux veulent suivre. Alors, en principe, bon, on a 40 hectares de vignes, c'est déjà pas mal, mais en principe, c'est pour 2 familles, c'est un peu juste déjà. Mais bon, il y a temps, parce que les 2 garçons sont toujours en études D'accord. d'agriculture. Peut-être j'ai une autre question. Comme vous avez dit que vous étiez bien reçu, je viens de lire dans la région de Saint-Émilion, on parle d'une protection contre les grêles et ça c'est aussi quelque chose où le vignoble se met ensemble. Apparemment, c'est pas vraiment la question des grêles, mais ça c'est une expérience que vous avez aussi, qu'il y a une ambiance entre que c'est les autres s'aident et tout ça, qu'il y a une ambiance très bien, si j'ai bien compris. Il y a une ambiance, on met souvent nos efforts ensemble. Pour le grêle, notre AOC est en train de vérifier les possibilités techniquement. Et bien sûr, on va se mettre ensemble, ça c'est très logique. La grêle, ici dans le nord du Médoc, c'est pas aussi souvent comme en Saint-Émilion, parce que nous sommes très proches à l'eau. Alors, la température, ici dans le Médoc, nous sommes à 1 kilomètre de la Gironde. La température dans le Médoc, c'est pas tellement continentale. Bon, Saint-Émilion, c'est pas vraiment continental, mais ça fait déjà beaucoup plus chaud pendant l'été. Et ici, dans le Médoc, c'est pas le cas. Bon, merci. J'ai posé aussi la question parce que moi-même, une fois, je fais la vendange par hasard chez quelqu'un. C'était un ex-plombier qui s'est acheté 1 hectare d'un vignoble près de Saint-Émilion. Et le pauvre, il a perdu 80% de son vigne. Mais néanmoins, il est resté assez positif. Et quand je lus ça, j'ai dit, ah, très bien, parce qu'on paye par hectare et pour lui, c'est très peu qu'il doit payer si on installe ça. Et ça, je trouve bon, il y a des grands vignobles qui peuvent le faire soi-même. Bon, on a encore, je crois, quelques minutes, mais peut-être c'est maintenant à vous. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire ou aussi, je trouve intéressant, vous avez dit vous avez 3 enfants. Est-ce que pour les enfants, c'était un problème s'installer? Elles étaient... Parce que moi, comme diplomate, j'ai pas de famille, mais souvent, on parle des collègues avec des enfants. Ils parlent ensemble sur le prochain poste, aussi avec les enfants et tout ça. Est-ce que c'était aussi comme ça ou est-ce que les enfants étaient trop petits pour vraiment prendre en considération ce qu'ils pensent? Bon, mes enfants, 2 de mes enfants, ils sont nés à Bruxelles.
notre fils aîné, il avait même pas 1 an quand on a déménagé Ah oui. à la Belgique. Alors, ils sont agrandis dans un pays francophone parce qu'on habitait en Wallonie, Oui. au sud de Bruxelles. Pour eux, changer l'école, c'était relativement facile. Le seul manquant, c'était l'anglais parce qu'en Belgique, la première langue internationale, c'est soit néerlandais ou français, ça dépend où ils habitent. Alors, il manquait un peu l'anglais, mais sinon, au niveau langue, aucun souci. Ça sera même plus difficile pour eux de retourner vers l'Allemagne parce qu'ils ont jamais habité en Allemagne. Et bon, les garçons, ils étaient ravis parce qu'ils adorent aussi la nature. Mhm. Et franchement, le Médoc, la nature est fantastique. C'est pur, c'est clair, c'est vraiment joli ici. C'est pas comparable avec, même avec l'Allemagne. Le Rhineland, il y a beaucoup d'habitants, il y a tous les 10 kilomètres, il y a une autoroute. C'est pas le Mhm. Mhm. Euh, on a des tortues dans les prés, on a des milliers des orchidées en printemps. C'est super joli. Nous sommes aussi, nous sommes pas que viticulteurs, nous sommes aussi éleveurs. On a quelques prés, on a un petit troupeau à l'étang. Bon, on vit vraiment avec la nature et on adore ça. Pour notre fille, c'était un peu plus difficile. Elle veut pas du tout revenir dans le Médoc. Viticulture, ça l'intéresse pas du tout. Bon, elle aime un peu, mais Mhm. devenir viticultrice, impossible pour elle. Mhm. Elle est partie à Berlin. Elle fait des études en international business et mathématiques en parallèle. Elle était partie déjà en Corée du Sud pendant 6 mois. Elle a une approche complètement différente. Et les garçons, on est relativement sûr, eux, ils vont revenir ici. Très bien. Et je soupçonne, ils commencent déjà d'être corrigés de temps en temps des parents quand ils parlent français, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, ils ont corrigé notre site Internet parce on a créé notre site Internet. Et parfois, quand il y a des lettres un peu délicates, on demande une correction parce que nos enfants, ils sont tout à fait 100% bilingues. Alors, pour eux, c'est beaucoup plus facile. Pour moi, bon, mon approche, je viens de Cologne, on en parle un peu comme on veut, on se trompe souvent, mais bon, on est sûr qu'on est compris et ça suffit. On pardonne aussi les erreurs des autres, alors ça passe d'une manière ou l'autre. Mais pour mes enfants, c'est beaucoup vraiment Il, une richesse. il faut dire ça aux enfants dans l'école qui apprennent l'allemand, qu'on peut parler une langue étrangère et faire des fautes. C'est surtout ce que vous avez dit, il faut se faire comprendre. Ilona Kouplik. Je connais le Médoc depuis 2004. Mon lieu préféré, c'est le marais de Gois, à Vensac, et la plage des Piscines, au nord de Soulac-sur-Mer. J'aime le Médoc car il y a de l'espace et la qualité de vie est énorme. Je n'aurais jamais cru que le temps y passe aussi vite. Le Médoc en 2 phrases. Le Médoc, c'est la liberté, la nature et le bout du monde. Le Médoc a 2 faces, les vignobles et les plages. Je commence à poser la première question. Comment êtes-vous intégré dans la communauté? Bonjour d'abord. Bonjour, oui. Ouais. Alors, intégré, nous aussi, nous avons 3 enfants également. Je suis née à Krefeld, pas très loin de Cologne non plus. Mhm. J'ai fait mes études à Cologne et après, nous sommes partis à Berlin et après 8 ans de Berlin, nous sommes arrivés en Médoc. Mhm. Et avec mon mari, les 3 enfants. Et je crois on est plutôt bien intégrés parce que, bon, avec les enfants, c'est beaucoup plus simple quand on a des enfants. Bon, des enfants, ils étaient déjà 6 ans et 8 ans. Donc, ils étaient à l'école. Nous avons rencontré d'autres personnes, aussi d'autres Allemands. Et c'était à cause de ça, c'était plutôt facile.
Professionnellement, c'était un peu plus difficile parce que mon mari travaille à Paris pour une business school à Paris. Donc, il a fait beaucoup de trajets. Moi, j'étais beaucoup seule avec les enfants ici. Bon, à cause des trajets et tout ça, j'ai eu un peu mal de travailler dans ce que je voulais vraiment faire. Hein. C'est d'ailleurs la médiation. Et donc, professionnellement, il y a vraiment deux différences. Alors, pour la famille, l'intégration, c'était très facile. Pour le travail, c'est plutôt un peu difficile. Merci. Et déjà, je dois dire aux autres, j'ai aussi fait des études de droit et je presque devrais un peu rire quand je vis aussi Lausanne. C'est très connu pour ceux qui font des études de droit, qui veulent apprendre le français, de faire des études soit à Lausanne, Genève. Moi, comme je commençais pas à l'hiver, j'ai raté la date pour avoir une bourse et c'est pour ça que je suis allée à Paris et j'ai fait le cours de la civilisation française. Mais maintenant, je voulais, bon, vous avez déjà un peu dit, votre famille est-elle également intégrée? Vous pouvez encore dire quelques mots, mais j'ai l'impression que peut-être c'était plus facile pour vos enfants que pour vous-même. Oui, oui, c'est vrai. C'est pour les enfants. Bon, mon fils aîné, il a déjà fait 3 ans à Berlin dans l'école primaire et bon, pour lui, c'était très conscient. Et il se souvient très bien du premier jour quand il est arrivé à Thalet aux premières école primaire ici. Et les deux autres, ils étaient quand même si petits. Pour eux, c'était facile, en gros, je veux dire, entre guillemets. Et j'ai aussi une fille qui ne veut pas plus du tout rentrer en Médoc. Elle veut aller d'ailleurs. Elle est déjà à Toulouse, au lycée à Toulouse. Donc, elle s'est éloignée déjà un peu d'ici. Mais les deux autres, ils sont très heureuses. Professionnellement, pour mon mari, c'était pas la peine de s'intégrer parce que comme il est à Paris et maintenant avec le Covid, avec la situation actuelle, il est tout le temps en visio. Donc, et même en visio, il n'a pas vraiment besoin de s'intégrer ici parce que bon, il travaille dans le monde entier en fait. Et pas seulement à Paris. Mais si on veut vraiment faire un contact avec des gens en Médoc pour relancer quelque chose, et peut-être par là, elle a les mêmes approches, c'est pas si facile. Alors, parce que c'est quand même très, très dispatché. Il faut être hyper actif au niveau réseau. De trouver aussi un peu le chemin, qu'est-ce qu'on peut demander, comment on fait avec leur SAF, RSI, tout ça. Alors, c'est pas. Il faut être vraiment passionné de se lancer dans une aventure professionnelle pour y arriver. Bon, mais apparemment, vous avez vraiment fait l'effort et comme ça, peut-être vous êtes très bien pour parler de quelles sont les différences entre vous observez entre la France et l'Allemagne dans bon, plusieurs domaines, système social, système scolaire ou réseautage informel dans la vie professionnelle, tout ça. Peut-être vous pouvez dire quelques mots sur cela. Alors, si plus d'abord peut-être pour la profession, comme moi je fais des études de droit et j'ai travaillé pendant 15 ans d'abord à Cologne et après à Berlin comme avocat. Et bon, c'est une profession, ça c'est l'avantage des études d'avocat, de droit, qu'on est tout de suite dans la profession, on est tout de suite avocat, on peut se lancer dedans. Et bon, le chemin, c'était plutôt facile. Après, c'est bien sûr, il faut trouver des clients et tout ça, mais tout ça, c'était facile parce qu'on est dans un environnement en Allemagne comme en allemand. Tant que allemand, c'est facile parce qu'on connaît les systèmes, même si on ne connaît pas trop bien, mais c'est la langue aussi qui aide, bien sûr. Après, quand nous sommes arrivés ici, je voulais me lancer avec la médiation parce que je voulais plus, je peux pas travailler comme avocat à la cour ici en France. Donc, c'était une autre démarche et à cause de ça, je suis allée à Paris, à la DIFOMEN de Paris, Institut catholique de Paris, pour faire un DU2 là-bas. Mais nous avons quitté le Médoc pendant 1 an
2016-2017 pour aller vivre à Dublin. Et en retournant, je crois que c'était intéressant pour aussi y vivre ici en Médoc pour les enfants parce qu'ils ont vu encore une fois un changement d'environnement scolaire, aussi aux voisins. Tout était soudain très très près parce que nous avons vécu dans une ville de Dublin. Les voisins, ils étaient juste à 5 mètres et pas à 50 mètres et bien plus. Et quand nous sommes revenus, c'était intéressant. Les enfants, d'un côté, ils étaient vraiment contents parce nous avons regagné la liberté, l'espace et tout ça. Et la fille qui est partie à Toulouse, elle a dit bon, ça me manque l'interaction avec les gens, même dans la même rue, même seulement dire bonjour. Et ça, c'est autre chose en Médoc parce qu'on ne voit pas forcément les gens à pied, seulement dans la voiture et peut-être on les reconnaît, on fait coucou, mais c'est une autre chose. Mais pour revenir à votre question profonde, je crois pour les familles, quand on a des familles, c'est plus simple. Si on est très jeune ou jeune, et pas famille, c'est aussi facile, mais je crois, moi j'ai 51 ans, si je venais ici en Médoc pour vivre seule, je ne sais pas, ça sera peut-être un peu plus une autre question. Moi je crois, je dirigerais plutôt vers Bordeaux. Merci. On a en effet une autre chose en commun. Moi, pas seulement que j'étais aussi en poste à Dublin, mais j'ai aussi monté à cheval. Et peut-être vous dites quelques mots sur ça, parce que ça, c'est quelque chose. Moi, j'ai presque plus monté à cheval depuis cela. Je le fais de temps en temps, parce que c'était tellement bien en Irlande, et je n'aimais pas la façon on monte à cheval en Allemagne, parce que je ne suis pas un fan de dressage. Alors, moi, j'ai que monté, je montais ce matin encore, pour les trajet, à 3 km d'ici, à Avansac. Oui, j'ai 2 chevaux et je les ai achetés. Le premier, j'ai acheté en 2010 et nous habitons encore à Berlin, mais je suis tombée amoureuse avec ce cheval qui s'appelle Malaga. Que j'ai dit, bon, il faut absolument que je l'aie. Et il était dans un centre équestre ici encore à Brandeis. Et maintenant, ils sont dans un prix avec un autre. J'ai acheté un deuxième parce que j'ai fait du polo. Et en fait, d'ailleurs, la petite photo sur mon steckbrief, c'était dans c'est un vignoble un vigneron à côté de Pauillac et je fais 2-3 ans de suite, 3 jours de vendange là-bas et le lien c'est par le polo en fait. C'était un copain par le polo. Et moi j'aime bien le dressage. Mais maintenant je fais plutôt vraiment des balades et c'est formidable. Moi, j'ai 2 chiens, donc ils m'accompagnent et c'est vraiment pour, même sous la flotte, comme ce matin, ça me choque pas. C'est ça vraiment, c'est Malaga, mon cheval, c'est mon psychologue, mon meilleur ami. Oui. Non, mais je dois dire, peut-être que je n'ai pas eu assez de talent pour le dressage, c'est peut-être ça. Mais une chose que je trouve aussi intéressante quand on parle avec tous les autres, que vous dites les enfants, apparemment c'est les enfants et les adultes, il y a des gens qui aiment vivre dans la campagne et voient les choses positives et d'autres qui sont plutôt faits pour les grandes villes. Moi, je suis née dans une petite ville. Je trouvais bien jusqu'au l'âge de 14 ans, mais après, je crois que c'est ça. Il y a à cet âge-là, probablement il y a un moment où soit on voit toutes les choses positives. Et une chose que vous dites aussi maintenant de Covid avec les chiens, on dit c'est normalement les gens qui ont soit des chiens ou des chats, c'est plus facile, même s'ils sont célibataires, parce que moi j'ai une amie qui a 2 chats à Berlin, c'est pas facile parce qu'elle a juste arrêté de travailler quand tout ça a commencé, mais je crois que ça c'est aussi une chose qu'il ne faut pas sous-estimer.
Non, c'est vrai, oui. Ouais. Bon. Non, mais je dois dire, mais comme j'ai déjà dit la semaine dernière à Paula, beaucoup de monde me demande qu'est-ce que la vie, est-ce qu'elle est changée depuis il y a le Covid? Et moi, je dis franchement, pour nous, ici en Médoc, pas. Bon, je fais plus de médiation face à face, mais je l'ai fait par online et ça fonctionne très bien. Ça me permis aussi de relancer mes cours anglais et je donne des cours anglais dans toute la France en fait par visio. Ah, Et pour la médiation, demain, en fait, j'ai une deuxième médiation à Belfast. Et ça, je trouve ça formidable. Avant, bon, j'aime bien aussi aller prendre l'avion pour y aller pour faire médiation, mais de temps en temps, il y a aussi des annulations en dernière seconde. Et j'ai pris le vol à Dublin ou à Belfast et bon, il n'y a plus de médiation. Et maintenant, c'est très facile. Et on oui. est d'un autre, c'est bien. Oui, oui, oui. Non, mais ça, et je crois, autrement, j'ai pas plus de questions, mais ça, c'est une chose que peut-être maintenant, il faut aussi voir les choses positives de cette situation, qu'on puisse faire des choses qu'on pourrait pas autrement pas faire. Moi, par exemple, j'ai décidé d'apprendre l'italien et c'est maintenant tous les samedis matins, je fais en visioconférence 1h30 italien. Et il y a des choses comme ça, on pourrait au moins faire et ça, de voir les choses positives, même si je trouve, et moi, pour dire la vérité, j'ai un pied-à-terre à Osgore. Je suis aujourd'hui à Osgore parce que si je quitte pas de temps en temps Bordeaux, je crois que pour moi, c'est Osgore par hasard parce que j'ai une amie d'école qui a une maison ici depuis très longtemps, je connais. Mais comme ça, je peux comprendre, beaucoup de gens disent que c'est plus facile pendant ce temps de Covid de vivre dans la campagne ou une petite ville. Jean-Paul Escorce. Je connais le Médoc depuis 83 ans. Mon lieu préféré, c'est la pointe du Médoc. J'aime le Médoc car il y a du bon vin, la senteur des pins, la forêt, l'océan. Je n'aurais jamais cru qu'un jour je sois décoré par l'Allemagne. Le Médoc en 2 phrases. Le Médoc, il y fait bon vivre. Il y a un climat favorable. Vous connaissez le Médoc depuis 83 ans. Oui. On voit que vous êtes un monsieur. Les femmes ne parlent pas de l'âge et on ne croyait pas que vous pouvez vivre si longtemps là-bas parce que vous ne faites pas l'âge. Ah, c'est gentil, je vous remercie. Vous faites des visites des bunkers à Soulac. Oui. Est-ce que vous avez des Allemands qui visitent le bunker? Alors, entre le mois d'avril et le mois d'octobre, mon ami qui est allemand, Ulrich Marwendel, je crois que je vous en avais déjà parlé, qui est prof de lettres, professeur de français, professeur d'université. Donc, il m'amène entre avril et octobre, 1 ou 2 fois par mois, des groupes de 10-20 Allemands qui sont en vacances, qui viennent en vacances en Nord-Médoc et particulièrement à Montalivet, au centre de Renat. Et il me fait les traductions 10 phrases par 10 phrases. Ça va très vite. Il est capable de me remplacer haut la main parce qu'il connaît tous les termes techniques. Donc, je le remercie énormément et je rends hommage à ce monsieur qui est très gentil. Il parle couramment notre langue, bien sûr, puisqu'il est professeur de français. Ah bon. Voilà. Et donc, je pense qu'il va venir, il m'a téléphoné, parce que je lui ai envoyé la copie de votre lettre. Donc, après réception, il m'a téléphoné, il m'a félicité de cette haute distinction que franchement, je n'attendais pas. J'ai été vraiment très surpris. J'en suis très honoré et fier. Voilà. Très bien. Bon, vous avez déjà plus ou moins répondu à une question. Comment vous faites-vous pour communiquer avec les Allemands qui visitent les bunkers? C'est à cause d'un ami
qui est bien dans les deux langues. Peut-être maintenant, vous avez aussi écouté tellement les traductions, je me demande si peut-être vous déjà êtes capable de plus ou moins comprendre, mais je me demande quelles sont vos expériences avec les visiteurs d'Allemagne. De quelle façon ils montrent d'intérêt, que sont les questions, qu'est-ce que, un peu, oui. Alors évidemment, d'abord, je tiens à remercier aussi mes amis Christian et Elke Bettner, ici présents, où nous sommes amis, ça fait déjà pas mal d'années qu'on se connaît, et souvent ils me mettent en relation avec des Allemands. Je ne parle pas la langue, mais je la comprends parce que vous savez aussi que j'ai vécu enfant avec tous les officiers de la Kriegsmarine qui ont investi mon café, ma maison natale, le Grand Café Riche, entre le 27 juin 1940 jusqu'à la capitulation du 20 avril 1945. J'ai vécu avec ces gens-là. Donc, qui m'ont pris pour... ils m'ont protégé. C'était la réserve de la Wehrmacht. Donc, j'ai été gâté par tous ces officiers allemands et j'étais le seul Français à rentrer dans leur forteresse. Et j'ai même vu, sans savoir que c'était lui, le maréchal Rommel qui est venu ici à Soulac le 10 février 1944. Ce jour-là, il visite toutes les installations et toutes les batteries d'artillerie de côte et il déclare que tout est opérationnel. Alors, si vous permettez, madame, je peux vous faire le récit. Comment j'ai vu le maréchal Rommel sans savoir que c'était lui? J'avais 7 ans. Je jouais sur mon balcon. Tout à coup, j'entends la musique militaire que j'avais déjà vue et entendue. Je me penche, je les vois arriver. Il y avait un peloton de 12 hommes casqués, armés, qui marchaient au pas de loi. J'ai encore le bruit des bottes dans la tête. Derrière eux, il y avait, je les ai comptés, il y avait 9, ils étaient 9, les officiers de la Kriegsmarine que je connaissais tous puisqu'ils venaient consommer le soir dans le café de mes parents. Donc un que je n'avais jamais vu, il était habillé différemment, la casquette n'était pas pareille, il avait un grand manteau noir avec une ceinture et il avait une écharpe blanche et il avait un morceau de bois dans la main. Donc, je me suis dit dans ma petite tête de gamin de 7 ans, celui-là, il a dû aller à la plage et il a ramassé un bois flotté. Et en fait, derrière ces officiers, il y avait un autre peloton de 12 hommes qui marchaient au pas de loi en même temps que ceux qui étaient devant. Et ils ont continué leur chemin. Ils sont allés au Soldatenheim, c'est-à-dire le foyer du soldat, qui se trouvait dans le grand bâtiment qui débouche la rue de la Plage, c'est l'ancien hôtel de la Plage. Aujourd'hui, c'est un restaurant. Un hôtel, c'est plutôt un restaurant qui s'appelle Alain, il va m'aider. Non, ça m'échappe. Ah oui. Bon, ça fait rien, c'est un détail. Tu habites plus près que moi. Hein. Ça va me revenir. Oui. Donc, là, ils sont allés prendre l'apéritif, ils ont déjeuné et le soir, de mon balcon, j'ai assisté à un feu d'artifice en l'honneur du maréchal Rommel qui visitait toutes les installations du Nord-Médoc. Parce qu'il n'y avait pas que la batterie d'artillerie des Aros, il y en avait 3 autres en suivant qui permettaient de faire des croisements de tirs avec Royan et Charente-Maritime pour neutraliser l'entrée de l'estuaire. Voilà. Donc, il y avait plusieurs calibres. Si vous voulez, je peux vous en faire le détail. Vous le voulez?
Oui, bon, d'une part, je voulais juste, il y avait une question que vous avez déjà répondu la première fois, la première rencontre avec un Allemand, c'était vraiment comme enfant, tout petit. Oui, Et en fait, j'étais déjà, si vous permettez, je m'excuse parce que je vous ai coupé la parole, j'étais déjà un jeune collabo sans le savoir. oui, d'accord. Oui, bon, mais je voulais pas vraiment couper, mais peut-être, bon, vous avez dit, oui, on espère bientôt, dans une cérémonie, on a vous donné la médaille de mérite de la République fédérale d'Allemagne, la Légion d'honneur. Bon, comme j'ai dit, on voulait le vraiment faire dans une façon digne. C'est pour ça qu'on n'a pas encore fait à cause de la situation sanitaire, mais j'espère que ça va changer. Je crois qu'il faut probablement encore attendre au moins 2 mois. Bon, mais ça prouve que votre travail de mémoire est donc reconnu par les Allemands. Et la question est aussi par les médocains français. Et dans quelle façon, pourquoi? Peut-être vous pouvez parler un peu de cela. Alors, d'abord, lorsque je fais des visites, que ce soit des Allemands ou des Français, d'abord, ils me demandent ce que je faisais avant d'être guide touristique. Et il m'a posé surtout une autre question qui revient en permanence. Quelle idée vous avez eue? Pourquoi vous avez désensablé la forteresse puisque j'en ai vidé, désensablé, trié 26 qui sont visitables sur 200 qui restent. Voilà. J'ai fait le calcul, j'ai déplacé plus de 1500 mètres cubes de gravat sélectif. Voilà, c'est vrai que j'ai, sans m'en apercevoir, depuis 21 ans, j'ai fait un travail titanesque. Alors, il y a plusieurs paramètres. Pourquoi j'ai fait ça? Mon papa a été réquisitionné STO, Service du travail obligatoire, quand il tenait le Grand Café Riche. Donc, pendant plus d'1 an, il a été réquisitionné par l'organisation Todd pour construire les bunkers, avec 2-3 000 Médocains, dont beaucoup de Soulaquais, de Verdonnet, de la pointe du Médoc et du Grand Sud-Ouest. Voilà, ce sont des gens qui ont souffert. Donc, je suis là pour rendre non seulement hommage à mon papa, mais aussi à tous ces hommes. Et je fais un double devoir de mémoire pour les 1200 morts qu'il y a eu, qu'on aurait pu éviter. Si vous voulez, je vous expliquerai pourquoi. Donc, les 398 forces françaises d'intérieur qui sont tombées avec la brigade Carnot et les, comment on appelle ça, les Nord-Africains, les Somaliens, les Basques espagnols de Guernica et évidemment les Allemands au nombre de plus de 600 morts du côté allemand, puisque j'ai vécu avec eux, et comme je représente une association non partisane, apolitique, à devoir de mémoire, à but non lucratif, et donc vous y ajoutez un peu de folie et de la passion, et ça vaut Jean-Paul Escorce. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Oui, vous avez bien répondu. Je voulais dire une chose, je ne sais pas si vous savez que le fils de Rommel était le maire de Stuttgart. Oui, je sais. Et quand j'étais conseiller économique à l'ambassade, une fois il est venu, il a eu des problèmes de santé. Et c'était dans les années 80, je crois en 95. Et je dirais, est-ce que je peux, comme femme, dire à un monsieur, est-ce que je peux aider avec votre valise? C'était une petite valise. Et il disait seulement, quand je
peux plus prendre ma valise, je fais plus de voyage. On pouvait voir, il était un monsieur de cette génération qui acceptait pas d'être aidé par une femme, même une femme qui a fait beaucoup d'athlétisme et qui a quand même des forces, mais j'ai bien compris dans cette génération, on ne pouvait pas le faire. Mais c'était vraiment quelqu'un extra, son fils aussi. C'est vraiment... et, bon, et vous avez quand même l'impression que c'est aussi par le médocain, parce que des fois, il y a quand même des gens, une fois j'ai écouté, pas là-bas, mais quelque part d'autre, qu'il y a des fois des villes qui ne veulent pas trop aller vers cette passé. Moi, par exemple, j'étais aussi par hasard, j'ai appris qu'il y a un oncle qui est mort dans l'hôpital militaire à Bordeaux, déjà en 40, et je crois vraiment je crois maintenant, je dirais presque entre guillemets malheureusement, il faut parler du passé pour que les jeunes vraiment savent que c'est pas qu'on croit pas bon, on a eu tellement une temps sans guerre, ça va rester toujours comme ça. Et je crois c'est pour ça c'est important de vraiment impliquer aussi la jeune génération pour qu'ils puissent comprendre qu'il faut toujours travailler pour la paix dans le monde. Ça fait partie de mon travail parce que je fais visiter à longueur randonnée, sauf à part le Covid, bien sûr, et les années antérieures, depuis plus de 10 ans, les collèges, les lycées, les écoles, les étudiants qui préparent des masters de patrimoine. J'ai eu l'école, j'ai eu les Italiens, puisque vous parlez l'italien un petit peu. Ouais. Voilà. Mon fils, il a fait l'école d'Italie aussi à Bordeaux. Il parle couramment l'italien, puisque, oui, lui, il est passionné des vieilles pierres et de l'Italie. Ah. Voilà. Il est historien du patrimoine. Ah, très Donc, bien. il y a un autre paramètre, j'y reviens. Pourquoi j'ai des ensablés aussi? C'est par passion, mais j'ai voulu étudier le fonctionnement de tous ces ouvrages pharaoniques que les Français appellent des blocos. Et alors, je leur explique aux Français, parce que bloc, c'est fermé, house, c'est maison. Donc, c'est une forteresse en bois. Et je leur explique que le bunker, ce que c'est du béton armé, 2 mètres d'épaisseur, ferraillé. Voilà la différence. Parce que ça, c'est une question que tous les visiteurs me posent. Voilà. Et je voulais revenir au maréchal Rommel, puisque en tant que collectionneur, j'étudie toujours le fonctionnement de tous ces bunkers, puisque je suis bunker archéo amateur. Donc, aux éditions Emdal, c'est ma Bible. Voilà, j'en ai ouvert un. Il y avait une double page avec plein de photos du maréchal Rommel en visite aux Arros, donc avec tous les officiers que j'ai connus. Et donc, son bout de bois flottait en question. C'est là où j'ai vu que c'était son bâton de maréchal. Voilà la confusion. Et c'est ça que presque, quand je écoutais Patton, je dis ça pourrait être, oui, le bâton de Marshall. Oui, d'accord. Bon, mais je n'étais pas sûre, mais c'est ça que je crus. Peut-être c'est une bonne façon de finir avec vous. J'espère qu'un jour, vous pouvez me raconter plus qu'aujourd'hui. Janie, je connais le Médoc depuis 2005. Mon lieu préféré, c'est, à part notre maison, le lac d'Ourtin à Piquero et la côte atlantique. J'aime le Médoc car le paysage est magnifique. Le Médoc en 2 phrases. Le Médoc, c'est la mer et la plage, les vignes, le vin, les châteaux et la Gironde. Le Médoc, c'est la campagne, mais aussi une région où la population augmente à cause de la proximité avec Bordeaux.
Vous êtes allemande et vous vivez dans le Médoc. Comment cela s'est fait et de quelle nature sont les relations avec les Français? La première question. Oui, moi j'ai fait mes premières connaissances avec des Français à l'âge de 14 ans et j'étais dans un camp de vacances qui a été organisé par l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Et à l'époque, je ne parlais pas encore français et la plupart des jeunes Français, ils ne parlaient pas l'allemand, mais on se comprenait d'une manière ou d'une autre. Et les soirs, on a écouté la musique et j'ai découvert la musique française que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours. Et 2 ans plus tard, j'ai participé à un échange scolaire et j'étais à Paris. J'ai une famille qui vivait sur une des grandes avenues de Paris et il y avait un concierge au rez-de-chaussée. Je ne sais pas si ça existe encore. Je crois oui. Ah bon? Et ça, c'était un monde complètement différent. C'était fascinant. La grande ville, tous les monuments et le métro, les bistrots, les odeurs de boulangerie. Et je pense que c'était là où mon amour pour la France a commencé. Plus tard, mon mari et moi, nous avons souvent passé nos vacances en France, en Provence, en Auvergne, en Méditerranée, Hollande, en Franche-Comté et en Médoc. Et le Médoc, c'était notre favori. Et à l'époque, nous vivions à Francfort et nous en avions assez de la grande ville. Et nous avions longtemps rêvé de vivre en France, à la campagne. Et en 2009, notre projet est devenu plus concret et nous sommes allés en Médoc pour les vacances avec l'objectif de trouver une maison. Et avant, nous avions passé beaucoup de temps à chercher des offres immobilières sur Internet et nous avions contacté plusieurs agents immobiliers et nous avions une liste de maisons à visiter. Et quand nous avons vu notre maison pour la première fois, c'était un peu le coup de foudre. C'est une vieille maison et nous avons fait beaucoup de rénovations, mais il y a toujours quelque chose à rénover. Ça va jamais finir, je pense. Et 2 ans plus tard, en avril 2011, nous avons finalement déménagé. Et nous avons toujours eu des bons contacts avec les voisins, dont certains sont plus âgés. Et au début, j'avais peur qu'ils aient peut-être des réserves envers nous à cause de l'histoire franco-allemande, mais ça n'est pas du tout un problème. Ils sont tous très, très gentils. Et le seul problème avec les voisins, c'est parfois la langue, parce que quand ils parlent médocain, nous avons souvent du mal à les comprendre. Ça, ouais. Et nous avons des chiens, on les promène tous les jours et au cours de ces promenades, on a fait la connaissance d'autres Sisakais qui eux aussi promènent leurs chiens et parfois on fait des balades ensemble. Et en plus, nous avons rejoint un club canin où on peut faire des cours éducatifs ou cours d'éducation ou cours sportifs, des choses comme ça. Bon, très bien pour la première question. En effet, moi, je viens pas de loin de Francfort. Je suis des Arbach im Odenwald, c'est la région. Et c'est encore une fois intéressant, bon, si on préfère de vivre dans une grande ville ou dans la campagne, que des fois, peut-être vous avez aimé un certain temps Francfort, mais des fois, il y a un certain temps où on veut plutôt être dans la campagne. Voilà. Quelles sont vos activités dans le Médoc? Vous avez déjà parlé un peu, que vous promenez le chien et tout ça, mais je crois que vous faites encore d'autres choses. Oui, je travaille comme web designer, donc je fais des sites internet et des blogs et je m'occupe de l'entretien des sites de mes clients. Et moi, j'ai un blog moi-même
où j'écris de notre vie à Sisak. Et au début, le blog, c'était plutôt pour les amis et les familles à l'Allemagne. Mais maintenant, il a pas mal de lecteurs et évidemment, de nombreuses personnes s'intéressent à notre vie qui n'est pas très, très excitante. Et pendant mon temps libre, j'aime beaucoup faire de la couture. Et au printemps l'année dernière, j'ai rejoint un petit groupe de couturières, de femmes à Sisak qui ont cousu des masques contre le Covid. Et on voulait fournir tous les habitants de Sisak avec des masques. Et en total, 1700 masques ont été distribués. Et le monsieur qui a mené cette action, il a ensuite formé une association qui s'appelle Ici, c'est Sisak, et qui a pour but de promouvoir notre village par diverses activités caritatives, culturelles, sportives, etc. Et moi, je fais partie de cette association, mais à cause du Covid, on n'a pas encore fait beaucoup de choses et on a fait une action pour l'Octobre rose. On a décoré tout le village en rose, mais c'était tout. Bon, merci. Déjà, vous dites, les gens s'intéressent pour lire ces choses, tout ça. Récemment, j'ai eu une amie au téléphone qui dit, bon, on a le temps de téléphoner, mais elle disait, mais je n'ai rien à raconter. C'était quand même intéressant parce que des fois, je dis, pourquoi les amis m'appelle pas. Il y a souvent, même en Bavière, c'est à 9h, il y a aussi le confinement. Ils pensent que c'est dur et moi je dis, bon, c'est pas dur, c'est ici, c'est à 6h, mais c'est intéressant que souvent les gens disent, bon, je téléphone pas parce qu'il n'y a pas grand-chose à raconter. Bon, j'ai une dernière question. Vous souhaitez avoir la nationalité française. Pourquoi est-ce que vous voulez aussi renoncer à la nationalité allemande? Vous parlez un peu de ça. Bon, vous vous sentez apparemment dans ces deux nationalités attirés ou... Oui, je voudrais bien obtenir la nationalité française parce que j'habite ici depuis presque 10 ans maintenant. Et ça, c'est mon centre de vie. Et je n'ai pas l'intention de retourner en Allemagne. Et avec la nationalité française, j'aurai le droit de voter, par exemple. Et une autre chose, c'est je ne veux pas être étrangère, je ne veux pas être considérée comme une des touristes qui parfois se comporte de manière un peu désagréable. Par exemple, imaginez un supermarché en été, en vacances, il y a du monde et soudain on entend quelqu'un crier à travers le supermarché « Karl-Heinz, wir brauchen noch Kartoffeln !» Et les Français ne comprennent peut-être pas les mots, mais ils disent « Ah oui, des touristes allemands ». Oui, je trouve ça intéressant parce que c'est un peu, ça me fait penser avant que j'étais en poste aux Pays-Bas. Bon, j'ai une cousine qui a vécu, pour elle, c'était après, je crois, 40 ans. Elle a aussi décidé d'avoir, mais aussi la nationalité néerlandaise, parce que aussi elle disait, je veux voter et tout ça. Et l'autre chose, aux Pays-Bas, bon, le néerlandais, c'est quand même pas si difficile à apprendre. Moi, je l'ai appris à l'âge de 60 ans. Mais il y avait aussi des Allemands qui disent « ein Bier bitte » au lieu de dire « ein Biertje alsjeblieft ». Et ça, c'est vraiment, oui, des fois, il faut, on ne peut pas être parfait dans des langues, mais fait l'effort. Bon, je ne sais pas, ouais. Je n'ai pas, vous avez demandé, mais je ne veux pas renoncer à la nationalité allemande parce que oui. je suis née en Allemagne, j'ai passé la plus longue période de ma vie en Allemagne
et je me sens plutôt franco-allemande. Donc, Oui, oui. Oui, nationalité. oui, je dois dire, c'est aussi un sujet que je connais assez bien parce que quand je commençais au service diplomatique, dans ma promotion, il y avait beaucoup qui étaient mariés avec des étrangères. Et c'était au début, ils disaient, oui, on aimerait avoir aussi la nationalité allemande, mais au début, c'était pas possible sans renoncer. Et des fois, ils ont dit, bon, il y avait aussi, par exemple, une étiquette japonaise. Là-bas, c'était plus compliqué. Ils disaient, si un jour mon mari meurt, peut-être je vais retourner au Japon. Mais je crois, au moins maintenant, avec la communauté européenne, c'est beaucoup plus simple et je peux comprendre que des choses comme voter et tout ça, bon, il y a des pays où ça a commencé qu'on peut voter aussi pour certaines élections si on reste seulement allemand, mais pas pour le président, par exemple. Et comme vous dites, si vous ne voulez pas quitter la France, je peux bien comprendre que vous voulez aussi avoir la nationalité française. Alain Germano. Je connais le Médoc depuis 1979. Mon lieu préféré dans le Médoc, c'est le jardin de notre villa Le Bercail à Soulac. J'aime le Médoc et surtout notre pointe du Médoc, car c'est une région authentique, préservée, au climat doux et tempéré, avec tellement de nature sauvage entre ce magnifique estuaire, ses marais, ses dunes, ses plages immenses, sa forêt, son océan, mais aussi ses vignes, sa gastronomie avec poissons, gibier, champignons et ses fêtes, en particulier Soulac 1900. Je n'aurais jamais cru que notre ex-maison de vacances deviendrait notre unique résidence et que les hivers seraient aussi passionnants que les étés, seule saison que nous avions connue pendant les 17 premières années où nous en avons été propriétaires. Avant de poser la question, je trouve des fois des parallèles avec ici où je suis maintenant dans le Land. Il y a pas mal de gens, exactement la même chose, qui ont commencé avec une maison d'été, qui étaient avec leurs enfants et tout d'un coup, quand ils prennent la retraite, ils disent pourquoi vivre à Paris, pourquoi vivre dans une grande ville. Ça, c'est apparemment quelque chose qui arrive assez souvent. Mais pourquoi pour vous, c'était le Médoc ? Alors, c'est très simple. Bonjour à tout le monde déjà. Bonjour, oui. Je suis né, moi, en Charente, donc c'est pas très loin d'ici. Mon épouse est des Deux-Sèvres, c'est pas très loin non plus, vous voyez New York par là. Donc on est de l'autre côté de l'estuaire, bien sûr, mais pas très très loin. Et il se trouve que le Médoc, on l'a découvert, enfin Soulac, on l'a découvert en 1979. Nous sommes venus à un mariage d'un cousin à moi qui a épousé une jeune femme dont la famille avait une maison de vacances à Soulac. Donc, on a découvert Soulac. On a été très, 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 très emballés par la ville de Soulac et par le Médoc aussi. En fait, nous, on avait plutôt l'habitude d'aller au bord de la mer, entre Royan et les Sables d'Olonne, disons, en Vendée et en Charente-Maritime. Et le Médoc, c'est complètement différent. Je trouve que les paysages sont très, très différents de ceux de la Charente-Maritime et de la Vendée. On est déjà dans le Midi. Il y a des pins, il y a des lumières, il y a des odeurs qui sont très différentes. Je connais bien les deux. Hein. Et donc, on a été emballés. Et il se trouve que j'ai eu une carrière assez mouvementée parce que je crois que j'ai dû travailler dans 8 ou 9 sociétés différentes au total. Et donc, j'ai beaucoup bourlingué un peu partout, en France, en Europe, et en Afrique et en Amérique latine aussi. Donc, je connais, je crois, 97 pays. À une époque, mes enfants mettaient des punaises sur une map monde qu'on avait dans la maison à chaque fois que je découvrais un nouveau pays. Donc, j'ai beaucoup travaillé d'abord en Europe quand même. Je suis ingénieur agronome de formation. Hein, et oui. Ma première fonction, à part des courts séjours, ma première fonction m'a amené à visiter souvent l'Europe du Nord. C'est-à-dire que j'étais chargé des ventes des produits de ma société en Europe du Nord. Et j'ai visité l'Allemagne,
plusieurs fois. Et donc, j'ai une relation quand même un peu particulière avec l'Allemagne, parce qu'au niveau professionnel et puis aussi au niveau familial, parce que je vous raconterai peut-être après l'histoire de mon grand-père et de mon père par rapport à leur contact avec les Allemands. Alors bon, pour en revenir, j'étais en train de diverger là. Pour en revenir, pourquoi le Médoc? C'est-à-dire à une époque de notre vie, j'ai été amené à partir en expatriation en Afrique. Et on avait à l'époque une ferme en France. J'ai été agriculteur aussi. J'étais dans l'élevage, moi, pas comme Stéphane. J'étais dans l'élevage et pas dans la vigne. À mon grand regret d'ailleurs, parce que j'aimerais bien avoir maintenant une vigne. Mais bon. Et donc, on a vendu la ferme et nous sommes partis en Afrique. Et comme on avait un peu d'argent, on a décidé d'acheter une maison de vacances parce qu'on n'en avait pas. Et donc, comme on avait visité Soulac avec le mariage de mon cousin, on a dit ce sera à Soulac. Et on a acheté la maison à Soulac en 1983. Donc, ça fait quand même pas mal de temps. Et pendant toute cette période où nous étions en Afrique, c'était notre maison de vacances. Il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait rien, mais c'est une belle villa soulacaise qu'on aime toujours beaucoup, qu'on a adoré dès le début et qu'on aime toujours beaucoup. Donc après, on s'est installé ici définitivement en 1990, disons 80. On est venu en 90, ensuite on est parti 2 ans à Londres, et après on est revenu ici en 94. Voilà. Depuis 94, on habite notre maison et c'est notre seule maison. Voilà, à Soulac. Très, très bien. Bon, vous avez déjà dit un peu sur... La question suivante. Oui, bon, d'une part, vous avez parlé des relations amicales et professionnelles avec les Allemands. Je n'ai pas terminé. Dans le Médoc et dans votre vie professionnelle en général, peut-être vous voulez un peu, mais après, il y a aussi la question sur cette expérience de votre père et votre grand-père. Oui. Oui, alors, on passe tout de suite à mon grand-père et mon père. Oui, bon, dans ces cas-là, différentes générations de votre famille et leur vision de la relation entre la France et l'Allemagne, les expériences de la guerre et la conviction que l'amitié franco-allemande, et ça, je veux quand même dire, est importante. Ok. Oui. Alors, je vais commencer par mon grand-père. Donc, mes parents, mon grand-père et mon père étaient agriculteurs. Ils faisaient de l'élevage de bovins en Charente. Mon grand-père était né en 1866, donc il a fait la guerre de 14, et comme il est mort en 1969, j'avais 24 ans, je l'ai bien connu, on a beaucoup parlé, en particulier de sa guerre, donc de la guerre de 14, et il était à la bataille de Verdun, et en fait, comme j'étais en plus son premier petit-fils, je crois qu'il a été, il m'a peut-être plus parlé qu'aux autres petits-enfants qu'il a eus, parce qu'il en a eu 7 en tout. En fait, il m'a surtout parlé du maréchal Pétain, qui était évidemment son héros. C'était le héros de la guerre de 14, quoi. Et donc, bon, lui, il était plutôt pour Pétain pendant la guerre, manifestement. Papa, lui, est né en 1915. Donc, lui, il a fait son service militaire, qui a duré, je crois, 3 ans. Et 3 mois après, il est parti à la guerre. Donc, il a été sous les drapeaux pendant longtemps. Alors, papa, sa guerre, il ne m'en a pas beaucoup parlé, sauf vers la fin de sa vie. Il est mort en 2003. Et donc, il m'a expliqué plein de choses que j'ignorais. Et bon, la première chose, bon, si vous voulez, il était sur le front de l'Est. Il était à peu près au niveau des Ardennes, dans la forêt, au début de la guerre. Et il m'a raconté une histoire qui m'a beaucoup touché. En fait, il était avec ses collègues militaires dans la forêt, et puis ils essayaient de surveiller où se trouvaient les Allemands qui étaient en face, qui étaient tout près. Et puis à un moment, il a dû se mettre un peu à l'écart parce qu'il avait envie de faire pipi, tout simplement. Et donc, il s'est retrouvé tout seul. Et puis, au moment où il s'apprêtait à repartir pour rejoindre ses copains, il s'est trouvé face à face, enfin pas face à face, ils étaient à peu près à 20 mètres l'un de l'autre, avec un soldat allemand qui était aussi tout seul. Et donc, il m'a dit, on s'est regardé, et puis on est parti chacun de notre côté, sans rien faire. Donc, voilà, c'est... Oui, c'est quand même
Je connais une histoire un peu pareille. Je ne sais pas, apparemment, ils n'ont même pas échangé des mots, mais, mais une fois, j'avais une histoire d'un juif qui était dans un train pour aller à des camps et il voulait s'évader. Et il avait à peu près 18 ans. Et il y avait un jeune soldat allemand qui, entre guillemets, avait le droit de tirer sur lui parce qu'il voulait s'enfuir. Mais tout d'un coup, il se rendait compte, nous sommes les deux vraiment pratiquement encore des garçons. Il disait seulement, vous avez de la chance que c'est moi. Et ils sont laissés tous comme ça. Et je crois que c'est ça, ces histoires, il faut le raconter parce qu'on comprend qu'il y avait aussi ce côté humaine dont les gens, même dans des situations comme la guerre. Et je crois que ça, c'est après la guerre peut-être qui a aidé l'amitié ou Bien sûr. Cette camarade de classe de ma mère qui était née en 22, qui était juif, qui se furent aussi ici en France, et je l'ai connu quand j'étais en poste à Paris dans les années 90, entre 94 et 99. Et quand j'ai fait mon adieu, j'avais un ex-soldat allemand, le comte Kageneck, qui était journaliste pour Die Welt à Paris. Et je ne pouvais pas croire de voir cette dame parler avec ce monsieur qui était même soldat allemand dans la guerre. Et ce sont des choses comme ça où probablement pour moi le plus mouvant, c'était un survivant de ce qu'on dit en français Dachau, en allemand des Dachau. Qui après un discours où je dis vraiment dit pardon pour ce que mes ancêtres ont fait, il m'a demandé si je peux le prendre dans les bras. Et ce sont des situations comme ça qui sont très très touchantes. Mais peut-être vous voulez un peu, je ne sais pas, raconter un peu. Alors après, je vais vous raconter papa, après le début de la guerre, en fait, lui, il était dans une division qui a été embarqué à Dunkerque. Il est parti en Angleterre, donc il a eu la chance de pouvoir être embarqué dans des conditions assez favorables. Donc il s'est retrouvé en Angleterre. Il est resté en Angleterre, je crois, 3 mois, et ensuite il est rentré en France parce que son corps d'armée devait se reformer en Normandie. Et en fait, il a été fait prisonnier parce qu'il se trouvait dans un village où le maire avait été plus ou moins accusé de collaboration avec les Allemands. Et donc, ils ont pris un certain nombre de prisonniers, de personnes ils les ont fait prisonniers, et papa était embarqué dans un train qui partait vers l'Allemagne. Et là, il a sauté du train en marche, à un moment où le train n'allait pas très vite. Il avait 3 amis qui étaient avec lui, qui connaissaient bien, et aucun d'eux n'a voulu le suivre. Et donc, il a sauté du train, et ensuite, il est rentré. Ça, c'était à peu près vers au sud de Paris. Il ne sait pas très bien où c'était, mais il est rentré à pied, donc en Charente, en se cachant, jusqu'au moment où il a pu arriver chez ses parents, à la ferme. Et les amis qui étaient avec lui dans le train, il ne les a jamais revus. Donc, ils sont partis en Allemagne, et bon. Et alors ensuite, j'ai parlé avec papa des relations qu'il avait avec son père au niveau de leur vision de la fin de la guerre vis-à-vis des Allemands. Donc, mon grand-père était très, très favorable à Pétain. Lui, il était plutôt pour collaborer, alors que papa, lui, non. Il a été très marqué, en fait, par le général de Gaulle. Papa était un gaulliste très, très, très convaincu. Et en fait, ce qui l'a beaucoup marqué, il me l'a dit que vers la fin de sa vie, c'est l'amitié qui s'est nouée entre le général de Gaulle et Adenauer. En fait, je pense qu'il a été convaincu qu'il fallait être ami avec les Allemands après la guerre. Voilà. Ensuite, papa même avait connu pendant la guerre le colonel de Boissieu, Alain de Boissieu, qui est devenu après l'aide de camp du général de Gaulle, et son gendre. Il a épousé une fille du général de Gaulle. Donc papa l'avait bien connu. Mais c'est surtout la rencontre entre de Gaulle et Adenauer qui avait marqué papa. Ça, il me l'a dit souvent.
Ouais. Non, mais je trouve ça c'est intéressant et ça c'est vraiment ça fait preuve aussi des fois c'est vraiment les relations entre deux personnes. Bon, après, il y avait plusieurs couples où même le chancelier en Allemagne n'était pas de même parti que les Oui, présidents en France, mais on dit toujours il y avait des bonnes relations vraiment entre les deux personnes. Et bon, dans le cas d'Adenauer, c'est bien sûr, il était aussi d'une région qui n'était pas si loin de la France et oui, tout ça. Je exact. crois c'est toutes ces choses ont joué un rôle que vraiment des fois maintenant pour nous c'est loin la guerre, mais par exemple ma mère était en 51, 52 jeune fille au père en Angleterre. Ok, c'était une femme, mais néanmoins que je suis toujours étonnée que la réconciliation a commencé si tôt. Ça c'est vraiment Oui, quelque chose qui m'étonne toujours, mais peut-être c'était aussi porté par une génération qui a eu peut-être avant la guerre des amis. Une fois, j'ai lu un livre où quelqu'un disait oh, j'ai peur que cet ami français avec qui je fais échange il y a 2 ans, je le tue parce que je ne sais pas à qui je tire pendant la guerre. oui, oui, c'est ça. Oui. Alors, il y a autre chose que je voulais vous dire aussi. Papa, il a fait la résistance. Quand il est rentré chez lui, à la ferme, il s'est engagé dans la résistance. Et il m'en a très, très peu parlé de ça. Mais il m'a simplement dit que, en fait, toutes les actions qu'il faisait dans son maquis, c'était surtout contre les collabos, mais pas trop contre les Allemands. Il y avait, bon, je pense qu'il n'y avait pas trop d'activités qui étaient dirigées contre les Allemands. Je pense que dans sa tête, ça a dû jouer un rôle, Mmh, certainement. mmh, mmh. Voilà. Il faut que je vous dise aussi que je suis né dans un village qui est à 20 km d'Oradour-sur-Glane. Oui, Et je n'y suis jamais allé. non? Bon, moi, bon, c'était aussi professionnel, mais je dois dire, la première fois que je suis allée, c'était, il y avait Robert Ebras et je ne pouvais pas croire comme quelqu'un, comme lui m'a montré ce village. Et moi, je dois dire, quand j'ai commencé il y a 2 ans et demi, j'étais à pas mal des commémorations. Et je dois dire, ça s'est Oui, commencé pas mon prédécesseur, mais déjà avant mon prédécesseur, M. Bussmann, qui était consul général à cette époque-là. Mais ça fait pas, c'est pas une question de 20 ans, c'est plutôt une question de même pas 10 ans. oui, Et au début, je dois dire, j'ai eu aussi un peu peur, par exemple, quand il y avait le porte-drapeau, je me dirais, est-ce qu'il veut serrer la main avec moi? Et il y avait les monsieur qui m'en hommage et tout ça. Bon, je parlais avec ma demi-sœur qui est plus âgée que moi, qui a dit, bon, peut-être ça aide que tu es une femme. Je ne sais pas, mais moi, je dois dire, j'étais étonnée de réactions positives que oui, j'irais. C'est pas toujours facile. Une fois, le monsieur de Dachau, avant mon discours, quelqu'un m'a posé la question qu'est-ce que vous pensez dans ces situations-là? Et je dis bon, c'est pas facile pour moi. Et la réponse était c'est tout ce que je voulais écouter. Parce qu'en plus, mes parents étaient, je dirais, entre guillemets, plutôt âgés, parce que mon père était né en 18, il était soldat pendant la guerre, ma mère 22. J'ai posé des questions à mon père, pas trop, mais comme vous dites, avec être le petit-fils, l'aîné, encore une fois, j'ai une amie qui aussi, elle a dit, sa grand-mère juive qui était cachée à oui, Cologne, le fils était comme enfant envoyé en Suisse. Elle a une fois raconté l'histoire à elle en disant, c'est à toi que je raconte l'histoire. Et après, jamais elle parlait plus et elle est décédée quand elle avait presque 100 ans. Elle a vécu assez longtemps. oui, oui. Ça, c'est vraiment, c'est intéressant et on écoute toujours les mêmes histoires. Mais je Oui, peux oui. bien. Alors, je voulais quand même vous dire quelques mots de mes amis allemands parce que j'en ai beaucoup. Ouais, ah oui, pardon. Oui.
Donc, d'abord, l'Allemagne, je l'ai bien connue professionnellement parce que j'y allais, c'était dans les années 80, ça fait déjà très longtemps, mais j'y suis allé pendant 8 ans, à peu près 7 à 8 fois par an. Et donc, Ah, j'ai connu beaucoup d'Allemands là-bas. Malheureusement, je ne parlais plus allemand parce que j'ai appris l'allemand au lycée. J'en ai fait 2 ans. J'ai trouvé ça passionnant. J'adorais cette langue. Mon prof, en plus, était très sympathique. Mais j'ai oublié après. Hein. Vraiment, je parle anglais, espagnol. C'était peut-être un peu compliqué de conserver tout ça. Donc, je connais encore quelques mots, mais je ne peux plus le parler. Et donc, j'ai beaucoup aimé le contact avec les clients allemands à cette époque-là. Un petit peu moins avec mon distributeur là-bas, parce que lui, il n'était pas trop sympathique vis-à-vis des Français, j'ai l'impression. Mais par contre, les clients, oui, c'était assez étonnant d'ailleurs. Mais bon, je me souviens de fête de la bière à Munich, je me souviens surtout de ce que vous appelez, je crois, Weiberfasching, ça vous dit quelque chose? ouais. Oh, Donc, on oui. a coupé la cravate. Mais quand même, il y a une compensation après qu'on coupe la cravate. Vous savez laquelle c'est? C'est que la La fille qui vous l'a bise. coupée vous embrasse. Oui, c'est ça. C'est la bise après. Oui. Et donc, j'avais beaucoup aimé cet épisode. C'était pas une cravate Dior, hein, c'était pas une cravate de grande valeur, donc ça va. Donc, bon, j'ai beaucoup aimé en fait la façon dont les Allemands s'amusent, parce que ça surprend. Ils sont tellement sérieux quand on les connaît qu'après, ils peuvent être complètement incroyables au niveau de la détente et de leur jeu. C'est super, super intéressant. Alors maintenant, on a des amis allemands, j'en ai pas mal. Dimanche dernier, on était chez des amis allemands à côté de Niort, on a passé le week-end chez eux. Et puis on a Wolfgang et Claudia à Graillan aussi, qu'on voit très souvent. Alors les amis allemands qu'on connaît depuis le plus longtemps, je crois que c'était pratiquement quand on a acheté la maison, ils avaient déjà leur maison à Soulac, ils s'appellent Alexandre et Suzanne, et nos enfants sont allés chez eux en Allemagne, plusieurs fois, à Munich. Voilà. Très. Et puis, bien sûr, Christian et Elke, qui sont de très, très bons amis pour le chant choral. Voilà, Non, très bien. Peut-être j'ajoute juste une phrase sur le Weiberfastnacht. Bon, oui. Comme vous savez, pendant très longtemps, le ministère des Affaires étrangères était à Bonn. Et là-bas, vraiment, une fois, je voulais téléphoner des gens, c'est un jeudi, l'après-midi, personne n'était là. Mais le problème, entre guillemets, c'était on devrait presque avertir des diplomates qui ont eu de rendez-vous ces jours-là, parce que les femmes, même si c'était une cravate dehors, ils ne voyaient pas si c'était dehors. Vraiment de dire, si vous venez ces jours-là, il faut mettre vraiment un vieux cravate que vous voulez déjà jeter depuis longtemps. Ouais. Moi, je n'étais pas prévenu, je ne savais pas, ça m'a vraiment surpris. Mais après, ils m'ont expliqué, j'ai bien rigolé, quoi. Ouais, non, ça c'est vrai. C'est un peu moins à Berlin, mais les gens ont quand même un peu exporté ça aussi à Berlin. On le fait maintenant, vous quelqu'un fait signer. Ça existe toujours. Ça existe toujours, donc. Oui, ça existe toujours. On fait même un peu ce jour-là la fête au ministère. Oui, ça existe encore. Ouais. Bon. Bon, je ne sais pas. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire ou l'intérêt pour moi du Médoc, c'est aussi beaucoup la cuisine et le vin. Bon, je pense aux cèpes, les champignons, au gibier, au lamproie. J'adore la lamproie, j'en fais tous les ans. Je le fais moi-même. Donc c'est un sport. Hein. La lamproie. Vous savez, c'est un animal, un poisson qui ressemble à une anguille, une grosse anguille qu'on trouve dans l'estuaire et qui a un sang rouge et il faut utiliser le sang pour faire la sauce avec laquelle on le cuit. Donc, il faut récupérer le sang, il faut les tuer, récupérer le sang et ensuite, c'est horrible. Ah oui. Bon. Oui, bon, moi, je me remis un peu à faire la cuisine à cause du confinement. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est seulement, j'aime faire la cuisine, mais pas nécessairement pour moi-même. Et ça, c'est un peu maintenant, avec ces confinements à 6 heures, c'est un peu difficile, mais bon. Oui, bien sûr, oui. Mais j'aime aussi beaucoup le fruit de mer, poisson et tout ça. Et
et on peut manger vraiment très sainement et des choses vraiment. Quand j'avais des collègues à Paris qui disaient « Oh, j'ai grossi à cause de la bonne cuisine », je dis non, en France, on peut manger sans mettre des kilos, même si j'ai mis quelques kilos. Bon. Oui, oui. Hallstreeter. Je connais le Médoc depuis plus de 40 ans. Mon lieu préféré, c'est Soulac. J'aime le Médoc car la vie est beaucoup plus facile que chez nous en Allemagne. Je n'aurais jamais cru que je pourrais rester plus de 4 semaines à Auronat. Le Médoc en 2 phrases. Le Médoc, c'est la mer toujours changeante, la plage vaste, la variété de la nature entre la mer et la Gironde, et les gens internationaux qu'on peut trouver comme voisins, des artistes et des vendeurs sur les marchés. Je commence avec la question que je posais à la plupart des gens. Qu'est-ce que c'est qui vous plaît dans le Médoc? Vous avez déjà dit ça un peu sur ce qu'on a vu, mais peut-être vous pouvez encore ajouter dans vos propres mots. Oui, mais c'est surtout la plage. Je viens de la région du Rhin aussi, mais nous avons toujours parti sur la mer du Nord en vacances. Et quand j'ai vu mon mari, il m'a dit qu'il connaît un endroit au Médoc qui est assez bien comme la mer du Nord et qu'il faut y aller pour regarder si c'est pas beaucoup mieux. Excusez-moi, je ne parle pas très bien l'allemand parce que je ne vis pas au Médoc, mais je vis tout près de Cologne. Nous sommes venus pour regarder la plage et j'étais ravie de la plage. C'est pour ça que je viens ici, toujours. Non, vous parlez bien, il ne faut pas s'excuser. C'est surtout, comme on a dit, les langues sont pour communiquer et vous avez bien expliqué pourquoi vous aimez. Qu'admirez-vous chez les Français qui vous rencontrez dans le Médoc? J'admire surtout qu'ils vivent d'une manière beaucoup plus détente. Je vis près de Cologne pour le moment. Nous avons déménagé 12 fois en Belgique, en néerlandais et en Allemagne aussi. Mais ici, au Médoc, ils vivent beaucoup plus détendus et naturels. C'est ce que la dame a dit. Et les voisins sont assez loin. Alors, on est toujours chez soi, très, très chez soi ici. Et c'est beaucoup plus facile. Pour moi, c'est beaucoup plus facile. Oui, j'aime bien cette vie et j'aime aussi qu'ils s'engagent dans leur village. Ce sont les petites fêtes, surtout sous l'acte 1900, je connais très bien, et les fêtes de la musique, les fêtes de sardinade, tout ça, ils aiment ici de vivre joyeusement. On dit ça? Oui. Ouais. Ouais. Et ils savent bien fêter, ils savent bien travailler, mais ils savent aussi très bien fêter. C'est très différent de Cologne, parce qu'à Cologne, on fête aussi, mais c'est beaucoup plus la bière que la fête. Ici, c'est vraiment la fête. À Médoc, c'est vraiment la fête encore. Et la convivialité qu'on a ici, la culture, la musique. Ils parlent leur propre langue, ils sont fiers de leur langue. J'étais sur le marché de Saint-Vivien. Il y a le petit marché parisien tout l'été, le dimanche. Et là, il y a des artistes qui ont encore des livres en langue médocain. C'est étonnant, ils sont tellement fiers de sa propre langue. Oui, ils sont fiers de sa campagne, de sa vie de vivre. Oui, c'est bien, j'aime bien. Oui, ça, il faut peut-être aussi, bon, peut-être vous savez, expliquer aux Français, ça c'est quelque chose qui m'étonne toujours, qu'ici on a beaucoup de vraiment langues, et j'ai dit
pas dialecte, mais en Allemagne, il y a une autre langue, mais peut-être il y a pas mal des Allemands qui savent même pas, et c'est seulement après la unification, le sorbe, une langue slave, mais autrement, bon, on a une dialecte, le Plattdeutsch, qui est plutôt assez proche de néerlandais, mais autrement, en Allemagne, on a beaucoup de dialectes, mais on n'a pas d'autres langues. Et ça, c'est vraiment d'avoir plusieurs langues qui sont encore parlées par des gens. C'est vrai, c'est quelque chose qui n'existe pas en Allemagne. Est-ce que vous avez aussi des enfants? Est-ce qu'ils sont aussi chez eux dans le Médoc? Ils ont aussi, est-ce que vous avez transférer cet intérêt ou pour le Médoc aussi aux autres générations, prochaines générations? Oui, bien sûr. Nous avons acheté la petite maison en 79 et non, 76 déjà. Et là, nos deux enfants étaient tous nés. Un avait 2 ans et l'autre était né, juste né. Et ils étaient habitués à venir au Médoc chaque année. Ce n'était pas de question, chaque année, chaque été, et aussi en automne de temps en temps, mais surtout l'été. Et ils ont trouvé des enfants ici en Médoc. Et ils aimaient beaucoup d'être avec nous au Médoc. Et pendant le temps de 18 à 25 ans, ils sont allés d'autre part, mais maintenant, quand ils ont leurs enfants aussi, ils reviennent chaque année avec les petits-enfants. Et les petits-enfants grandissent ici au Médoc comme nos enfants sont grandis au Médoc. Alors, ils ont une relation très proche, oui. Même les petits-enfants maintenant. Et nous avons 4 petits-enfants. Bien. Très bien, très bien. Encore une fois, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant parce que nous, c'est pas peut-être pas si intéressant, mais nous avons encore la maison de ma grand-mère dans le land de Lunebourg. Oui. Et c'est un peu la même chose que je crois. Il faut attendre qu'il y a encore une fois des enfants ou quelque chose comme ça devient intéressant, mais c'est avec les petits-enfants, c'est pas bien d'aller dans un hôtel. Et moi, je trouve bien qu'ils ont vraiment transmis cet intérêt pour cette région leurs enfants. Oui, ils aiment leur liberté ici. Au Médoc, c'est quelque chose d'autre qu'à Cologne. Alors, ils peuvent aller n'importe où, voir leurs amis sans risque de trafic ou quelque chose comme ça. Alors, c'est beaucoup plus facile d'avoir plus de liberté pour les enfants. Oui. Et comme vous avez dit, le mer du Nord, bon, c'est aussi très joli, mais il faut avouer, des fois, on ne pouvait passer des vacances d'été avec le froid et la pluie. Oui, c'est ça. Pour ça, nous sommes venus ici au Médoc. Parce que le temps est beaucoup mieux qu'à la mer au Nord, oui. Oui, c'est vrai. Bon, maintenant, on a au moment où s'il y a quelqu'un, peut-être après qu'on a écouté l'histoire de chacun, si quelqu'un entre vous voulait poser une question à quelqu'un d'autre, peut-être maintenant c'est surtout moi qui a posé des questions. Et comme mon frère aîné disait toujours, de toute façon, je parle trop, c'est maintenant à vous de peut-être poser encore une ou deux questions. Je voudrais bien demander à monsieur, non pas demander, mais dire à monsieur Lescorce que j'étais là au bunker et que j'admire son travail là. J'admire le travail. C'est très impressionnant. Quand on est là, on a l'impression que c'était seulement 1 an avant que la guerre est passée par là. Et on voit encore les jeunes soldats dans leur lit là-bas. C'est très impressionnant et très... ça choque un peu aussi, mais je trouve que c'est nécessaire. Touchant, ouais. Oui, c'est nécessaire. J'étais là avec mes enfants aussi. Et quand les petits-enfants sont encore plus grands, je reviendrai aussi, oui. Et je dis toujours, il faut y aller.
comme Allemand, il faut y aller. Oui, je suis d'accord, tout à fait. Il y a une histoire humaine à l'intérieur de tous ces ouvrages parce que les soldats allemands, j'y suis rentré moi avec eux dedans. J'étais du reste, je crois que je vous en ai parlé tout à l'heure, le seul Français à pouvoir rentrer en tant qu'enfant. Quand ils me voyaient arriver à la clôture des Arros, il y avait 2 guérites. Tout le tour, c'était barbelé, miné, avec les mitrailleuses. Ils me faisaient signe, et avec leur accent, Jean-Paul Klein Franzoose, ils me faisaient signe de venir. Donc, j'étais le seul à pouvoir rentrer dans le bunker du commandant Schillinger, que je crois que je vous en ai parlé. Georges Schillinger, commandant de la forteresse, quand il arrive le 27 juin 1940 avec ses 500 marins de la Kriegsmarine, ils vont réquisitionner toutes les maisons du Nord-Médoc pour s'y loger. Et les plus grosses villas, les plus grosses maisons, ça sera réservé à tous les officiers, non seulement de la Kriegsmarine, mais de la Luftwaffe et de la Heer. La Heer, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est H2ER, c'est l'armée de terre, qui commande tout l'ensemble de la forteresse et qui était basée à la dune de l'Espine, au Stützpunkt 312 Berlin, dont j'ai fait, je vous l'ai envoyé, le petit bouquin que j'ai fait, parmi tant d'autres. Voilà. Et donc, l'officier, il réquisitionne la maison du propriétaire à partager avec lui. Le propriétaire, s'il n'est pas d'accord, il peut être expulsé. L'officier, il lui faut sa chambre, il lui faut un accès à la cuisine et aux toilettes, à partager avec le propriétaire. En principe, ça se passait très bien, puisque moi j'ai eu des témoignages. Les propriétaires, souvent avec l'officier allemand, sont devenus amis, voire copains. Alors, pour en revenir au café de mes parents, tous les soirs, j'assistais avec les consommateurs habitués de grands cafés riches, c'est-à-dire les Soulaquais. Ils partageaient l'apéritif, ils fumaient ensemble, ils jouaient aux cartes ensemble. J'ai assisté au troc et au marché noir. Il y a beaucoup de Français, d'artisans et des commerçants qui se sont enrichis, il faut le savoir, avec les Allemands. Quand ils arrivent, ils pillent les maisons, les Allemands, et une fois qu'ils ont, parce qu'ils n'avaient rien, une fois quand ils ont construit leur bunker, parce que moi, en désensablant, j'ai trouvé de la vaisselle cassée, j'ai trouvé plein de choses qui appartenaient aux maisons qui avaient été pillées. Les Allemands, quand ils capitulent le 20 avril 1945, toutes les maisons du Nord-Médoc sont pillées, mais pas par les Allemands, par certains Français qu'on appelait des communistes, des FTP, qui s'étaient joints au FFI, c'est-à-dire des voleurs. Ils étaient toujours à l'arrière du front et ils en profitaient pour récupérer, pour vider les maisons, etc. Ma mère, qui m'a témoigné, elle a vu des ambulances repartir sur Bordeaux avec plein de linge à l'intérieur. Voilà. Donc, les maisons de Soulac ont été pillées d'abord par les Allemands et ensuite par les Français. Voilà. Donc, ma mère n'a pas pu rouvrir son café après la libération. C'est bien triste. Oui, mais ça c'est... C'était la guerre. C'était la guerre, mais peut-être, je dis aussi un mot, je me rappelle, j'avais un ambassadeur en effet à Dublin qui n'était pas très sympa, mais il a dit une chose où je pouvais comprendre, il était né en 25, il a dit « J'ai décidé, je ne veux pas mourir pour ce Hitler ». Ça, c'était pour lui, c'était juste, pour moi, c'était survivre la guerre, ce n'est pas une personne pour laquelle je veux mourir. Comme ça, il y avait beaucoup qui n'étaient pas... Bon, il y avait des gens qui n'étaient pas pour lui, mais il n'y avait pas de choix. Il fallait
fallait se battre au front. Et je crois que c'était pas seulement en Allemagne, c'est tous les fronts. C'est souvent comme ça. Ouais. Alors, Alain, tout à l'heure, a parlé que des collabos. Il y a eu effectivement dans le Médoc des collabos qui étaient pour la milice pour Pétain, qui ont dénoncé et ont donné aux Allemands des maquisards qu'on appelle le massacre de Vignoudide. Ah oui, c'est ça. C'est dans la forêt près de l'Espare. Voilà. Je pense qu'Alain, il a dû entendre parler de ça. Bien sûr, oui, mais il y a dans tous les villages, il y a une rue ou de Vignoudide. Hein, Oui. voilà, c'est très connu. Oui. Merci beaucoup. L'idée, c'est peut-être vous rester un peu en contact et vous pouvez à un autre temps échanger. Mais je crois que c'était déjà très intéressant de voir qui a vous amené à vivre soit tous les temps ou souvent en France. Moi, j'ai le projet de faire la même chose quand je prends la retraite en été. J'ai un appartement à Berlin, mais je veux garder mon petit pied-à-terre à Osgore, au bord de la mer. Je joue aussi au golf et j'ai des bottes, mais des vraies bottes de golf et ça m'a servi Irlande, m'a servi ici parce que des fois, il y avait vraiment des lacs sur le golf. Mais je trouve cette idée, peut-être après une longue carrière où j'ai vécu beaucoup à l'étranger, je ne peux pas me voir de juste vivre en Allemagne, d'avoir cette possibilité de vivre en Allemagne, mais aussi en France. Et bien sûr aussi peut-être rendre visite à des amis que j'ai un peu partout. Et ce qui est bien avec autant de WhatsApp et tout ça, vous allez rire, premier poste c'était à Calcutta en 87 jusqu'au 89. J'ai encore plusieurs amis à Calcutta et maintenant on téléphone régulièrement. Et j'ai l'impression qu'ils vont avoir le vaccin plus tôt que moi en France. Bon. Alors, moi, je voulais dire, je vous remercie, Madame la Consul, et tous les intervenants qui sont là à cette causerie. Vous appelez conférence. Voilà. C'est plutôt une causerie débat. Je suis très, très heureux et j'invite tous ces gens qui sont là, quand ce sera possible, de venir visiter la forteresse en tant que guide touristique. Et ce que vous avez vu, Madame, avec les lits dont vous me parlez, oui. J'ai trouvé que ça vous avait quelque part ému de découvrir ces vestiges uniques, mais aussi leur fonctionnement. Et il faut savoir qu'un bunker, c'était plus sophistiqué pour le français lambda. Un blocos, comme ils me disent, c'est un tas de béton pour mettre un canon à l'intérieur et s'y abriter. C'est vrai, mais ils ne connaissent pas en fait la technologie avancée, puisqu'ils avaient tout le confort moderne que n'avaient pas les plus belles maisons d'habitation de cette même époque. Donc, je serais très heureux de vous les faire découvrir. J'espère que je vais avoir la possibilité de le faire. Bon, je dis merci aussi maintenant à Emma Cox qui a travaillé dur pour faire des choses. Ensemble avec Paula Schollemann, je ne sais pas si peut-être vous voulez dire quelques mots à la fin avant qu'on ferme cette conférence. Et vous me parlez à moi? Non, à Paula Schollemann, oui. Oui, j'aimerais bien remercier tout le monde d'avoir participé, d'avoir partagé vos expériences avec le groupe. Et en fait, pour moi, ayant travaillé avec vous, je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'en fait, ce qu'on crée ici, c'est des liens entre vous,
les Médocains français et allemands qui habitent dans le Médoc. Et donc, j'espère qu'une fois la crise sanitaire derrière nous, on pourra se donner rendez-vous, nous les participants, et voilà, boire un verre de vin ensemble, manger un petit quelque chose ensemble, peut-être un apéro dînatoire, et continuer à tisser ces liens entre nous pour vivre l'amitié franco-allemande ici dans le Médoc. Parce que je trouve que c'est un réseau super chouette. Vous êtes des personnes qui ont tous leur histoire du franco-allemand à raconter. Et voilà, j'aimerais bien discuter avec vous de ce qui est l'amitié franco-allemande. Eh oui. Et Oui, je dis seulement vive l'amitié franco-allemande. Oui. Merci à tout le monde.